Avertissement. Ce balado contient des traces d'inclusion, de succès et de défis, et je l'espère, d'un peu de plaisir. Salut, mon nom est Guylaine Gay, je suis animatrice, autrice, conférencière et mère de 2 jeunes adultes autistes, Léo et Clovis. Bienvenue au balado T'engages-tu? Le balado qui met en lumière les personnes autistes en emploi. Pour cet épisode dont le titre est « Entre l'ombre et la lumière », on aborde les forces et les défis des personnes autistes. J'en discute avec mes invités, Danielle, qui est conseillère clinique à la Clinique Autisme et Asperger de Montréal. Bonjour, Danielle. Bonjour, Guylaine. Et Charlie Rose, je vais te laisser te présenter parce que toi, tu coches pas toutes les cases des critères qui caractérisent l'autisme. Donc, je m'appelle Charlie Rose. Je suis une personne à caractéristiques autistiques, vu que j'ai pas un diagnostic en tant que tel. Charlie Rose, pourquoi tu as pas un diagnostic d'autisme? Dans le fond, c'est que je coche pas tous les traits. Quand j'étais petite, on a manqué le fait que j'aurais été autistique étant plus jeune et qu'aujourd'hui, lieu que j'ai maintenant 19 ans, j'ai eu une période d'évolution, comme ils appellent. Donc, tu n'as pas le diagnostic officiel, mais tu te considères dans le spectre autistique. Exactement. Bon. Danielle, est-ce que tu peux nous expliquer la variété des différents types de profils, justement? Oui, puis c'est très, très, très varié, effectivement. Première chose à comprendre, chaque personne autiste ou Asperger est unique. Ça, c'est la première chose. Parce qu'il y a quand même leur personnalité, hein, ils ont toutes leur propre personnalité, leur propre expérience de vie. Ensuite, là, je vais y aller vraiment avec mon expérience. Oui, bien sûr. Ça fait 40 ans, je suis là-dedans, là. Pas avec le fameux DSM, OK? Je suis pas collée sur le fameux DSM Bible des psychiatres pour donner un diagnostic, mais davantage ce qu'on voit, OK? Ce qu'on voit puis ce qu'on a vu à travers les années. Il y a des enfants qui, dès le départ, ont un retard de développement, OK? Qui sont autistes et qui ont un retard de développement au niveau du langage. Et ce retard de développement-là au niveau du langage peut se maintenir une fois adulte. Donc, on dit que c'est des autistes non-verbales. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là, nécessairement, ont un retard intellectuel. Il y a des autistes aussi qui ont un retard de développement au niveau du langage, qui ont une déficience intellectuelle et qu'on voit apparaître davantage une fois adulte. Donc, autisme, non-verbal, déficience intellectuelle. On a aussi des personnes autistes qui ont un retard de langage, mais qui, vers l'âge de 7 ou 8 ans, ou préscolaire, développent leur vocabulaire de façon assez surprenante. Donc, des personnes qui sont autistes, verbales, mais qui ont eu un retard de langage et qui n'ont pas de retard intellectuel. Est-ce que vous me suivez? Oui. OK, ouais. Ça va. Il y a aussi des personnes autistes en bas âge qui n'ont aucun retard de langage, qui ont un langage même beaucoup plus élaboré que d'autres enfants, ce qui est surprenant, et qu'on retrouve avec une condition Asperger une fois adulte. Donc, vous voyez, c'est très, très varié. De plus, on peut avoir d'associer soit un déficit d'attention ou un trouble anxieux généralisé, mais c'est vraiment un profil très, très varié qu'on retrouve chez les gens qui ont une condition autiste ou Asperger. Comme on dit, ça peut venir en équipe. Hein? Il peut y avoir des co-autres affaires. Oui. Exactement. Oui. Danielle, selon toi, quelles sont les vérités et mythes les plus importants qu'il faut démystifier concernant l'autisme? Un des mythes qui a longtemps été présent, puis qui, heureusement, aujourd'hui, je pense, commence à s'estomper, c'est le fait de dire qu'une personne autiste a un problème de santé mentale, que c'est un problème de santé mentale. L'autisme n'est pas un problème de santé mentale, c'est une condition neurologique. Donc, ça, il faut régler ça au départ. Ensuite de ça, on va penser qu'il y a 2 extrêmes, là. Donc, il y a des autistes qui sont non-verbales, donc dans leur bulle, avec plein de gestes stéréotypés, donc automatiquement ont une déficience intellectuelle puis veulent pas avoir de contact avec leur environnement, ce qui est complètement faux. Ou des autistes savants, Asperger, qu'on appelle, qui sont des savants. On a toute une panoplie, comme j'ai dit précédemment, là, entre ça, là, il y a toute une autre variété d'individus, là, super intéressant. L'autre mythe, c'est qu'on pense que les personnes autistes ne veulent pas avoir de relations interpersonnelles, qui sont égocentriques, qui sont même parfois snobs, centrés que sur eux-mêmes. C'est complètement faux. La majorité des gens que je vois veulent avoir des amis
Je travaille même avec des gens qui veulent avoir un amoureux ou une amoureuse. C'est très, très important pour eux. Mais ils ont des défis à relever au niveau social de façon très, très importante parce qu'ils ont, entre autres exemples, des hypersensibilités auditives. Donc, dans un contexte social, ils doivent faire face à la gestion d'hypersensibilité auditive. Ils doivent faire face au défi de décoder le langage non verbal de l'autre, décoder les intentions, les attentes, les émotions des autres, suivre plusieurs conversations à la fois. Puis moi, je dis toujours, nous, les neurotypiques, là, on est super bons pour être incohérents. OK? Vrai. Donc, ce qu'on parfois représente au niveau de notre langage non verbal, puis ce qu'on dit, ça peut être complètement contradictoire. Exactement. Imaginez le travail que ces gens-là doivent faire pour essayer, dans le fond, de s'intégrer. Puis s'intégrer, là, c'est un gros mot, OK? Avec les neurotypiques. C'est tellement exigeant qu'ils n'arrivent pas à le faire, OK? Nous, on carbure au niveau relationnel, avec des relations. Nous, on carbure, c'est ça qui nous nourrit. Ces gens-là ont besoin d'avoir du temps de ressourcement. Puis l'image qu'on fait souvent, c'est qu'ils ont une petite tasse d'espresso, d'exposition sociale, de capacité d'exposition sociale versus nous, là, on carbure comme dans une piscine olympique. Ah ouais, hein? Okay? Un gros bol de café au lait. Exactement. Donc, faisons attention. Mais ce que j'aimerais vraiment préciser pour les employeurs et les collègues de travail, vous pouvez les inviter au 5 à 7, vous pouvez les inviter au party de Noël en leur disant, parce que c'est important qu'ils ne se sentent pas rejetés, mais en leur disant, c'est bien correct si tu peux venir juste 10 minutes ou si tu peux pas venir, OK? À toi de voir, puis tout est correct. Puis sur l'heure du dîner, s'ils veulent prendre du temps juste pour eux, c'est bien correct. Au lieu de les voir comme des personnes qui sont snobs ou qui veulent rien savoir de personne. À la limite condescendante, les gens jugent beaucoup. Oui. Mon fils Léo me dit souvent que essayer de comprendre les autres, c'est un travail à temps plein pour lui. Donc, c'est énormément d'efforts d'avoir des consignes claires, de les inviter de façon simple, mais en leur disant à quoi ils vont être, pas confrontés, mais à quoi ils vont être exposés. Charlie-Rose, parle-moi des défis rencontrés dans ton parcours personnel et professionnel. Dans mon parcours professionnel et personnel, je te dirais professionnel, c'est vraiment d'être capable de démystifier le langage corporel quand j'entre dans une pièce, de savoir comment est-ce que je vais m'incruster dans la conversation, comment est-ce que je vais pouvoir passer ma journée aussi à côtoyer certaines personnes. Après ça, personnel, ce que je fais avant de partir de chez moi, souvent, c'est vraiment planifier ma sortie. Donc, je planifie ma journée complète. Je vais souvent écrire le matin, je vais faire telle chose, quel problème je peux rencontrer, quelle solution il y a. Donc, je vais m'apporter des bouchons, des petits jouets pour me calmer quand je suis stressée. J'ai souvent beaucoup de problèmes avec certains bruits, surtout quand je vais dans le métro ou quand je vais à l'école. Donc, ce sont pas mal les défis. Les petits jouets dont tu parles, là, c'est des petits jouets en caoutchouc, soit avec des petits pics. Il y a quelque chose de sensoriel là-dedans qui te calme, qui te ramène au moment présent. Oui. J'en ai à la maison, je sais de quoi on parle. Et j'aimerais que tu me parles des forces. Dans mes forces, ça serait que je suis très ponctuelle. Donc, comme on pouvait s'en douter, je planifie ma journée à la lettre. C'est aussi une routine qu'il faut que je suive. J'aime pas ça être en retard. J'aime pas ça quand il y a des imprévus non plus. Ça passe. Je fais pas des crises quand il y en a. Mais je suis très ponctuelle. Après ça, je dirais que quand je suis intéressée par quelque chose, je le lâche pas. Je vais vraiment m'informer. Si j'ai vraiment une passion, ça va aller très loin, là. J'ai un niveau de concentration assez élevé aussi. Et Charlie-Rose, de quoi as-tu besoin comme support ou aide pour te sentir à l'aise dans ton environnement de travail? Dans mon environnement de travail, je trouve que c'est important d'être compréhensif. Des fois, je vais agir d'une certaine manière. C'est pas pour être bête, c'est pas pour être je veux pas travailler. C'est seulement parce que j'essaye de me créer un environnement où je vais pouvoir être bien. Donc, si on me donne une tâche, pour moi, c'est peut-être pas clair sur le coup. C'est pas que j'ai pas envie de la faire, la tâche, mais j'essaye de me trouver une manière où ça va faire du sens pour moi. J'écoute les forces de Charlie-Rose, Daniel, puis il y a une question qui me vient en tête. Ces forces-là qu'ont les personnes autistes, ça peut être des atouts, ça, pour d'éventuels employeurs? C'est sûr que c'est des atouts. Si j'étais un employeur, là, demain matin, j'engagerais plein de personnes qui sont autistes et Asperger. Les belles qualités qu'elles nomment, là, c'est vraiment
d'être gagnant-gagnant pour une entreprise. Comme il le nomme si bien, là, ce sont des personnes qui sont curieuses, passionnées. Elles ont une mémoire assez exceptionnelle par rapport à leur intérêt particulier, surtout si leur intérêt, là, ça concerne la tâche qu'elles ont à faire. C'est un atout pour un employeur, ça. Ce sont des personnes qui sont honnêtes, franches, loyales, sincères. Elles veulent être utiles. Elles veulent faire un travail du mieux qu'elles le peuvent. Elles sont centrées sur la tâche. Elles vont même, par elles-mêmes, s'auto-former, autodidactes. Pour un employeur, là, d'avoir un employé qui dit même pas besoin d'insister pour qu'elle se forme, puis qu'elle-même se forme, là, va lire le soir chez elle là, pour aller chercher de l'information parce que c'est une passion pour elle, puis après ça se traduit dans sa tâche. C'est gagnant, là. C'est beaucoup de potentiel. C'est énormément de potentiel. Il s'agit de s'ouvrir, justement, puis de voir qu'elles vont faire des choses différemment, mais qu'au bout de la ligne, c'est très payant pour l'entreprise. Ce sont des gens qui sont ils ont beaucoup de créativité. Quand il y a un problème, ils sont capables de trouver des solutions en dehors de la boîte, ce que nous, on n'arrive pas à faire. Ces gens-là sont capables de sortir de la boîte puis d'avoir des solutions vraiment innovatrices. C'est super intéressant, là. Parce que eux le font de toute façon au quotidien tellement plus que nous, de trouver des solutions, de s'adapter, de mieux comprendre. Qu'est-ce que les employeurs pourraient faire là, simplement pour adapter leur entreprise puis accueillir des employés autistes? Quelle chose facile un employeur pourrait faire, Charlie-Rose? Moi, ce que je conseillerais de faire, c'est vraiment, si la personne concernée veut nommer son diagnostic, parler à son employeur de ses préférences. Exemple, si j'ai une tâche à faire, est-ce que ça serait possible de me décrire la tâche soit en plusieurs exemples, en plusieurs étapes, ou quelque chose qui englobe pas un tout? C'est quelque chose de beaucoup plus spécifique. Donc, détaillé. Oui, exactement. Quelque chose qu'on ne fait pas naturellement. Mais quand on le demande, évidemment, la tâche, on peut la décortiquer. Puis pour une personne autiste, c'est beaucoup plus simple c'est comme le mode d'emploi. Oui, ça exactement. devient plus concret. Exactement. Excellent truc. Puis l'autre élément que je trouve super intéressant dans ce que tu nommes, c'est qu'une de leurs forces, la sursélectivité qu'on appelle. C'est-à-dire qu'ils ont une vision très, très pointue des détails, au lieu d'avoir une vision globale. Nous voyons les choses de façon globale. Nous allons voir une forêt. On ne voit pas chaque arbre. Eux, ils voient chaque détail un par un pour voir après ça un tout. Quand ils entrent dans une pièce, elle observe les détails. Quand elle regarde une tâche, elle observe les détails. Plus elle aura un protocole clair des détails de ce qu'elle a à faire, plus elle va être performante. C'est une de leurs grandes habiletés qu'ils ont. Donc, ils vont repérer même des erreurs beaucoup plus facilement que nous. Faut exploiter leurs forces. Ça, là, nous, on peut pas faire ça, là. C'est exceptionnel, là. Mais en plus, quand la tâche a été détaillée une fois, je pense qu'elle est absorbée, puis après, la personne va faire la tâche, puis on n'aura pas besoin de lui redire 1000 fois non plus. Est-ce que tu es d'accord? Je suis très d'accord. Généralement, quand je sais quoi faire et je sais comment le faire, là, je vais vraiment faire mon possible pour que ça soit le mieux réussi possible. Et ça me semble être un employeur. Hein? Oui. Ça, ben oui. Hein? Ça me semble que c'est intéressant. Charlie-Rose, qu'est-ce que tu penses de ce préjugé-là que les personnes autistes préfèrent travailler toutes seules ou souhaitent travailler toutes seules? Je pense que c'est vraiment propre à chacun. Il y en a qui préfèrent le silence, il y en a d'autres qui aiment bien faire la conversation, il y en a d'autres que ça peut être un entre les deux. Moi, personnellement, au début, j'ai besoin d'un moment d'adaptation. Donc, je vais vraiment focusser sur comment est-ce que je vais parler, mon environnement. Une fois que ça, c'est fait, moi, j'ai pas de problème à aller voir mes clientes. Je vais parler, je vais faire la conversation. Je trouve ça amusant parce que je me sens en sécurité dans mon milieu de travail. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis cosméticienne. C'est pour ça que tu es une fille avec un style incroyable. Je le savais. Ben écoute, je vais avoir besoin de conseils. Je te le dis tout de suite, c'est pas ma force. Il n'y a pas de problème. Charlie-Rose, est-ce qu'il y a des choses que tu es tannée d'entendre? Il y en a plusieurs, mais une des choses que j'entends le plus et qui me dérange le plus, c'est quand je nomme que je suis plus neurodivergente, la réponse que j'ai le plus souvent, c'est « t'as pas de l'air autiste ». Un classique. « T'as pas de l'air autiste ». Puis là, je leur demande « mais qu'est-ce que tu penses que c'est toi, l'autisme »
Puis ils vont souvent me décrire une personne qui bave, qui a un handicap sévère, non-verbal. Puis c'est pas du tout le cas. Il y a vraiment une diversité, comme la faune et la flore de personnes avec la neurodivergence, là. Chaque personne autiste est autiste à sa façon aussi. Exactement. Le spectre est large. Mais c'est les clichés qui perdurent malheureusement. C'est une question qui s'adresse à vous deux. Est-ce qu'on le dit ou pas à son employeur qu'on est autiste, Daniel? Ça dépend. Premièrement, il faut respecter le choix de la personne, de l'employé. C'est lui qui décide. C'est lui ou c'est elle qui décide, vraiment. Il n'y a pas d'obligation. La loi ne nous oblige personne à nommer une condition là, au niveau de l'emploi. Alors, dépendant si elle est confortable est un bien grand mot parce qu'on est rarement confortable à nommer notre condition Asperger ou autiste, mais il peut avoir besoin d'aménagement. Alors, si la personne a besoin d'avoir certains aménagements, on va regarder aussi l'ouverture ou la culture de l'organisation. Puis, dépendant de tout ça, on va peut-être accompagner la personne à nommer effectivement sa condition. Mais on va évaluer avant différents éléments, là, encore une fois. Est-ce qu'on croit que ça risque d'être bien reçu ou déjà on sent qu'il y a déjà des préjugés à l'intérieur de l'entreprise? Bref, il faut vraiment qu'on prenne le temps de bien évaluer. Mais c'est vrai qu'idéalement, il faudrait que tout le monde soit ouvert justement à accueillir des gens qui ont une condition différente. La neurodiversité, là, c'est une richesse. Mais il faut que les gens graduellement apprennent à s'ouvrir à ça puis voient ça de façon pas mal moins compliquée au niveau des aménagements qu'on peut croire. Le mot adaptation peut faire peur à bien du monde. Tout à fait. Charlie-Rose, est-ce que toi, tu le dis ou tu le dis pas? Ça dépend. À mon travail, en ce moment, je l'ai dit juste parce que ça prend beaucoup d'interaction avec les gens tous les jours. Je l'ai nommé juste pour pas créer de malentendus. Sinon, ça stoppe absolument rien au travail, là. J'ai pas de problème. Mon employeur a été assez ouvert, je te dirais. Ben, on espère que plein d'employeurs soient aussi ouverts. C'était une discussion très éclairante. Merci à mes invités, Charlie-Rose, Néron, Hermosia, merci. De rien. Daniel Paradis, merci. Ça fait plaisir. C'était le balado T'engages-tu? Cette initiative a été réalisée grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Nous souhaitons remercier Sphère, coordonnateur de l'appel de projet visant l'intégration en emploi des personnes autistes. Également, nous souhaitons souligner l'implication des différents partenaires de la table d'intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées des Laurentides, dont le Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides, le Centre de formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord, du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord, le Centre de formation continue des Patriotes, du Centre de services scolaires d'Émile-Île, le Regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides, ainsi qu'Intégration Travail Laurentides, promoteur et coordonnateur du projet. Phonique. Le fin son de l'histoire.